Bonjour à toutes et à tous, on corrige aujourd'hui le DS6. Donc en terminale spécialité maths, il y avait de la géométrie des fonctions, un peu de combinatoire. Et donc on commence avec l'exercice 1, A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. On le voit ici, on nous dit que I est le milieu et le centre du carré ADHE. Donc ADHE c'est la face arrière. Et donc en particulier, si c'est le centre du carré, c'est le milieu des diagonales, et donc c'est le milieu de AH et de ED. On vous dit J est un point du segment CG, d'accord? Donc là il est ici, mais il peut être n'importe où sur le segment CG. Et la section du cube ABCDEFGH par le plan FIJ et le quadrilatère FKLJ. Donc en gros, hop, on prend un plan, on fait passer ce plan-là par les points donc F, L et J. Et ce plan-là vient couper ici le segment AE en K, et donc on obtient ici voilà, un quadrilatère, donc FKLJ. Donc attention, I c'est le milieu de DE, mais on ne sait pas où il est positionné par rapport à LK. Donc on se place dans le repère orthonormé AAB, AD, AE. Donc le point A est ici, donc AB en abscisse, AD en ordonnée et puis AE en cote. Et le point A, donc on vous dit, puisque c'est l'origine du repère, il a pour coordonnées 0, 0, 0. Le point B, forcément, a pour coordonnées 1, 0, 0. Le point D a pour coordonnées 0, 1, 1. Et enfin, le point E, forcément, a pour coordonnées 0, 0, 1. Donc il y avait deux parties dans cet exercice, et on vous dit qu'elles peuvent être traitées de manière indépendante. Et on précise que dans cette partie A, le point J a pour coordonnées, là il y a un B en trop qui sera corrigé dans le sujet. Donc il a pour coordonnées 1, 1, 2 cinquièmes. Donc le point J est là, hein, donc 1 en abscisse, donc 1 comme ça, et puis 2 cinquièmes ici vers le haut. Démontrer que les coordonnées du point I sont 0, 1 demi, 1 demi. Alors pour l'instant on n'a pas besoin des coordonnées de J, puisque on sait que I est le milieu de ED. Donc I est le milieu de ED. Alors je pourrais très bien choisir AH aussi, hein, mais l'avantage, c'est qu'on connaît les coordonnées de E et de D dans l'énoncé. Donc, comme ça, on est sûr de ne pas faire d'erreur. Bon, les coordonnées de A, c'est 0, 0, 0. Les coordonnées de H, c'est 1, 1, 1. C'est pas bien compliqué, mais bon. Non, pardon, en plus, je vous dis des bêtises pour les coordonnées de H. H, c'est 0, 1, 1. Voilà. Alors, XI, c'est donc égal à XE plus XD sur 2. Donc, XE est égal à 0, XD est égal à 0 sur 2, donc ça fait 0. YI est égal à YE plus YD sur 2, donc ça fait 0 plus 1 sur 2, et on retrouve bien le 1,5 de l'énoncé. Et ZI est égal à ZE plus ZD sur 2. ZE est égal à 1, ZD est égal à 0, on divise ça par 2, et on trouve là encore 1,5. Donc les coordonnées de I sont bien 0, 1,5, 1,5. Donc ça marche. Hop. Bon, bien. 0, 1,5, 1,5. Donc une petite question pour vérifier déjà si vous pouvez faire un petit calcul simple. Démontrer que le vecteur n de coordonnées -1, 3, 5 est un vecteur normal au plan FIJ. Alors ici on ne connaît pas les coordonnées de F, donc on va les préciser. Donc le point F, hein, il est tout là-haut, hein, il est égal à AB plus BF, quoi. En tout cas le vecteur AF est égal au vecteur AB plus le vecteur BF, mais on sait que le vecteur que le vecteur BF, c'est la même chose que le vecteur AE, donc ça fait AB plus AE, et donc c'est égal à 1 fois AB plus 0 fois AD plus 1 fois AE. Donc le point F a pour coordonnées 1, 0, 1. En réalité, c'est le vecteur AF qui a pour coordonnées 1, 0, 1. Mais comme A est l'origine du repère, du coup le vecteur AF et le point F ont les mêmes coordonnées. Bon, et à partir de là, on veut donc démontrer que n est un vecteur normal au plan FIJ. Donc on va avoir besoin de deux vecteurs de ce plan non collinaire. Donc on va prendre par exemple FI et FJ. Donc les coordonnées de FI donc sont, on va avoir XI moins XF, il faut faire attention à ne pas faire les calculs dans le mauvais sens.
YI moins YF, même si dans ce cas-là, ça poserait pas de problème d'utiliser le vecteur IF à la place de FI, mais là, puisqu'on parle de FI, il faut bien faire les calculs dans ce sens-là. Donc les coordonnées de FI sont ça, donc je vais directement faire les calculs de tête. XI, on sait que ça fait 0, et XF, ça fait 1, donc ça fait 0 moins 1, donc moins 1. Ensuite, YI, c'est 1 demi, YF, c'est 0, donc ça fait ici 1 demi. Et puis enfin, ZI qui est égal à 1 demi, moins ZF qui est égal à 1, donc 1 demi moins 1, on obtient moins 1 demi. Voilà. De même, les coordonnées de FJ sont... Hop. Donc là, on va utiliser les coordonnées de J qui sont ici. Alors pareil, il faut faire attention, je fais les coordonnées de J moins les coordonnées de F. Donc je vais avoir ici 1 moins 1 qui fait 0, 1 moins 0 qui fait 1, donc on a 0, 1, et puis enfin 2 cinquièmes moins 1 qui nous donne moins 3 cinquièmes. Tac, on vérifie rapidement sur le dessin si c'est cohérent. FJ, on voit bien qu'on se déplace de 0 fois le vecteur AB, puis on se déplace de 1 fois le vecteur AD, et ensuite on descend de 3 cinquièmes de fois, donc le vecteur qui est ici, donc G, C, donc c'est bien moins 3 cinquièmes de CG. Et puis pareil ici pour FI, on part de F vers I, donc on voit bien moins une fois le vecteur AB, et après la moitié du vecteur AD, et puis après on descend ici de la moitié du vecteur AE. Bon. Donc tout ça c'est cohérent. Maintenant on va démontrer que le point N est... donc on précise ici que puisque donc, on a XFI... Alors attendez, je fais ça dans le bon sens. On voit qu'il y a un 0 ici au niveau de FJ. Donc on va plutôt faire, excusez-moi, on va plutôt faire XFJ divisé par XFI. Donc ça c'est égal à 0 divisé par moins 1, donc 0. Et YFJ divisé par YFI, qui nous donne 1 divisé par 1 demi, c'est-à-dire 2, et en tout cas ça ne nous donne pas 0. Donc on peut dire que FI et FJ ne sont pas collinaires. Ne sont pas collinaires. Hop, voilà. Et donc à présent, on se place donc dans un repère orthonormé. Voilà, je ne voulais pas le barrer, mais je voulais plutôt le surligner. Donc le repère est orthonormé, donc on va pouvoir utiliser le produit scalaire. Donc dans le repère orthonormé, allez, je vais écrire ça RON, hein, donc dans le repère orthonormé A, AB, A, je sais plus, AD normalement, oui, AD, et puis ensuite AE. On calcule donc le produit scalaire, on a 2 points, donc le produit scalaire de N avec FI. Donc c'est parti, c'est moins 1 multiplié par, ici, FI, c'est moins 1 aussi, plus 3 multiplié par 1 demi, et plus 5 multiplié par moins 1 demi. Hop, donc moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Ensuite, on a 1 plus 3 demi, et plus moins 5 demi. Et il se trouve que 1 plus 3 demi, ça fait 5 demi. Donc on obtient 5 demi moins 5 demi, ce qui fait 0. Ensuite, N scalaire FJ. Donc on a moins 1 plus 3 plus 5. Et pour FJ, on a 0, 1 et moins 3 cinquièmes. Donc ici, bah, ça fait 0 plus 3. Et là, on voit que les 5 se simplifient. Donc on obtient 0 plus 3 plus moins 3. Et ça fait bien 0. Donc N est orthogonal au vecteur FI, et N est orthogonal au vecteur FJ. Et comme FI et FJ ne sont pas collinaires, on peut en conclure que N est bien un vecteur normal, au plan FIJ. Voilà. Parfait, et on nous dit alors démontrer qu'une équation cartésienne du plan FIJ est ce truc-là. Eh bien, puisque n est un vecteur normal, donc
une équation de f, i, j est donc, hop, donc moins 1 plus 3 plus 5. Donc moins 1x plus 3y plus 5z plus une constante d qui est égale à 0. Maintenant, il faut choisir un point qui est sur ce plan. On essaye de choisir peut-être un point dont c'est facile à calculer, où on peut calculer les choses facilement. Je vais prendre le point F. Bon, maintenant, le point J, ça peut être une bonne idée aussi, parce que les coordonnées de J sont données dans l'énoncé, et pareil pour I, les coordonnées de I sont données dans l'énoncé. Donc vous êtes sûr d'avoir les bonnes valeurs ici. Le point F, on l'a calculé nous-mêmes, mais bon, là, pas trop d'inquiétude, on sait que c'est correct. Donc 1, 0, 1. Donc ce qu'on va dire, c'est que F appartient au plan FIJ. Donc je vais avoir moins XF plus 3YF plus 5ZF plus D égale 0. Autrement dit, je vais avoir, alors on a dit 1, 0, 1, donc moins 1 plus 3 fois 0 plus 5 fois 1 plus D égale 0. Ce qui nous donne 4 plus D égale 0. Et donc au final, D égale moins 4. Bon. Donc, hop. Tac. Ça, c'est quand même histoire d'avoir une petite présentation un peu claire. Tac, voilà. Et donc ici, on obtient D égale moins 4. Et donc, hop, ce qu'on peut dire, c'est que une équation cartésienne de FIJ est donc moins x plus 3y plus 5z moins 4 égale 0. On vérifie. Moins x plus 3y plus 5z moins 4 égale 0. C'est exactement ce qu'on a là. Il n'y a même pas besoin de multiplier par une constante pour obtenir ce qui est demandé dans l'énoncé. Et voilà. Donc c'est terminé pour cette question-là. Alors comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, des interrogations, vous n'hésitez pas à demander. Alors, question 3. Soit D la droite orthogonale au plan FIJ et passant par B. Donc on a la droite D qui est ici, qui passe par B. Elle est orthogonale à ce plan-là, d'accord? Donc ça forme un angle droit. Ici, au niveau de ce point M, pour l'instant le point M n'est pas défini, mais on le définit juste après. M est le point d'intersection de la droite D et du plan FIJ. D'accord? Donc, déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Donc là, ce qu'il faut dire, c'est que puisque D est orthogonal à FIJ, alors le vecteur n est un vecteur directeur AD. Puisque c'est un vecteur normal à FIJ, donc forcément c'est un vecteur directeur AD. Et puisque B puisque la droite passe par B, et donc puisque B appartient à la droite D, alors on a deux points, hop. Donc x, y, z égale, les coordonnées du point B sont 1, 0, 0. Donc je vais avoir 1 plus quelque chose, 0 plus quelque chose, mais je ne vais pas l'écrire, d'accord? Donc j'ai 1 plus quelque chose ici, 0 plus quelque chose, mais je ne vais pas l'écrire, et z c'est 0 plus quelque chose, et pareil, je ne vais pas l'écrire. Alors le plus quelque chose, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont les coordonnées du point n multipliées par un paramètre. Donc le point n a pour coordonnées, le vecteur n a pour coordonnées moins 1, 3, 5, donc je vais avoir ici plus moins 1 fois un paramètre t. Ici, j'ai directement 3t, j'ai 0 plus 3t, donc ça fait 3t, et là j'ai 0 plus 5t, donc ça fait directement 5t. Et on précise évidemment que ce paramètre t appartient à R, donc c'est n'importe quel réel. Et le plus moins 1t, je vais directement le simplifier en moins t. Hop, voilà. On note M, donc le point d'intersection de la droite D du plan FIJ, démontrer que le point M a pour coordonnées 6 septièmes, 3 septièmes, 5 septièmes. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Puisque vous connaissez une équation du plan
et que vous connaissez maintenant une représentation paramétrique de la droite, vous pouvez très bien dire bah, je prends les coordonnées de M et je vérifie ici que l'équation cartésienne qu'on a là est respectée. Donc je remplace x par 6 septièmes, là par 3 septièmes, là par 5 septièmes moins 4, et vous vérifiez bien que ça fait 0. C'est pas suffisant, puisque c'est le point d'intersection avec la droite et FIJ. On précise aussi que ici, si je remplace x, y, z par 6 septièmes, 3 septièmes et 5 septièmes, je résous le système et je dois trouver le même paramètre t dans les trois lignes. Donc il faut faire ces deux vérifications-là, et si vous y arrivez, c'est terminé, vous pouvez conclure que le point M appartient bien à l'intersection. Ça, c'est pratique quand vous connaissez les coordonnées. La méthode que je vais écrire ici, elle est plus générale, puisqu'elle marche même si on ne connaît pas les coordonnées. Donc après, vous choisirez celle qui vous plaît, si vraiment les coordonnées sont données. Donc, soit M, donc je vais appeler ça de coordonnées XM, YM, ZM, qui appartient donc à D, inter, F, I, J. Donc, puisque M appartient à D, donc puisque M appartient à D, on a, alors je vais essayer de l'écrire ici en petit, mais en gros on a XM égale 1, alors encore mieux, je vais dire il existe un réel T, tel que, donc XM est égal à 1 moins T, YM est égal à 3T, et ZM est égal à 5T. Voilà, là, je précise pas quoi, T appartient à R, mais c'est écrit ici, mais là, il y en a un en particulier pour le point M. Et puisque je sais aussi que M appartient au plan F, I, J, alors je peux dire que moins XM plus 3YM plus 5ZM moins 4 est égal à 0. Hein, c'est-à-dire que je peux dire que les coordonnées de M vérifient cette équation-là. Donc, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que j'ai moins, donc XM c'était 1 moins T, plus 3 fois YM qui est égal à 3T, plus 5 fois ZM qui est égal à 5T, moins 4 égale 0. Ce qui va nous donner moins 1 plus T, plus 9T, plus 25T, moins 4 égale 0. Et ici, on voit que T plus 9T plus 25T, on obtient 35T. Donc on obtient 35T moins 5 égale 0. Donc 35T égale 5. Et donc au final, T égale 5 sur 35. C'est donc égal à 1 septième. C'est pas terminé. Une fois que je connais la valeur de T, maintenant je reviens à la représentation paramétrique de la droite qu'on a notée ici. Et on a donc, on a ainsi XM qui est égal à 1 moins T, donc 1 moins 1 septième qui fait 6 septièmes. YM qui est égal à 3 fois T, donc 3 fois 1 septième qui fait 3 septièmes. Et ZM qui était égal à 5T, donc 5 fois 1 septième, qui fait donc 5 septièmes. Donc on a bien 6 septièmes, 3 septièmes, 5 septièmes, qui sont bien les coordonnées qui sont ici. Voilà. Donc cette méthode-là, elle marche systématiquement et elle est obligatoire à connaître si jamais on ne vous donne pas les coordonnées du point M. Maintenant, si on vous donne les coordonnées du point M, vous pouvez appliquer la méthode que je vous ai donnée tout à l'heure. Et enfin, calculer la distance du point B au plan FIJ. Donc là, ce qu'il faut préciser, c'est que le point M est le projeté orthogonal du point B sur le plan FIJ. Et donc la distance de B au plan FIJ est donc égale à la distance BM. C'est la question C. M est le projeté orthogonal de B sur le plan FIJ. Donc la distance de B au plan FIJ est BM. Voilà. Donc maintenant on peut calculer BM. La distance BM, donc dans le repère orthonormé A, AB,
AD AE, la longueur BM est égale à la racine carrée de XM moins XB au carré, plus YM moins YB au carré, plus ZM moins ZB au carré. Hop. Et le point B a pour coordonnées donc 1, 0, 0. En réalité, les coordonnées du vecteur MB, on pourrait les retrouver ici à partir de la représentation paramétrique. Mais bon. Alors, XM c'est égal à 6 septièmes. Si je fais 6 septièmes moins 1, ça me donne moins 1 septième. Donc j'obtiens moins 1 septième au carré, plus YM moins YB. Donc là, il suffit de prendre YM, donc ça fait 3 septièmes, puisque YB est égal à 0. Hein. Hop. Donc ça fait 3 septièmes au carré. Et enfin, ZM, c'est 5 septièmes. 5 septièmes moins 0, ça fait toujours 5 septièmes. Tout ça au carré. Donc on constate qu'on a un dénominateur commun ici qui est 7 au carré. Donc je vais avoir moins 1 au carré qui fait 1, plus 9, plus 25, le tout divisé par 49, et je veux la racine carrée de tout ça. Donc ça me donne au numérateur racine carrée de 35, et au dénominateur, ça me donne racine carrée de 49. Mais racine carrée de 49, c'est 7. Donc je peux très bien écrire ça, 1 septième fois la racine carrée de 35. Ou bien racine de 35 sur 7. Là, ça ne se simplifie pas. Racine de 35, on ne peut pas le simplifier, donc on obtient ça. Racine de 35 sur 7. Voilà. Vous pouviez laisser racine de 35 sur 49, mais bon. C'est quand même mieux de simplifier. Alors en faisant bien attention évidemment que là le 49 il est à l'intérieur de la racine carrée, alors que le 7 ici il est à l'extérieur de la racine carrée. Voilà, donc ça fait 1 plus 9 plus 25, ouais c'est bien ça. Et voilà pour donc la distance du point B à ce truc là, au point M, quoi, au plan FIJ. Ça c'est la fin de la partie A, qui était quand même déjà bien complète. Partie B, il n'y a qu'une seule question. Dans cette partie, J est un point quelconque du segment CG. Donc ses coordonnées sont 1, 1, A, où A est un réel de l'intervalle 0, 1, hein, forcément, puisque le point G ici a pour cote ZG est égal à 1. Donc ici, J, comme il se balade quelque part par là, il a pour cote un nombre entre 0 et 1. Donc c'est pour ça qu'on a ça. Et on admet que FKLJ est un parallélogramme et que L a pour coordonnées 0, 1 et puis A sur 2. Voilà, ça on l'admet, on vous le dit. Donc quand le point J se balade n'importe où, le point L, ici en fait, il est, si vous voulez, si je projette J ici, le point L, il est au milieu du segment ici avec le point projeté. Ça, on vous le demandait pas de le démontrer. D'ailleurs, si je regarde voilà, cette figure-là, donc ce truc-là, on sait que c'est un parallélogramme parce qu'on nous le dit dans l'énoncé. Et la question, c'est quelle doit être la valeur de A pour qu'on obtienne ici un losange. Pour avoir un losange, donc dans un parallélogramme, on a un losange lorsque les deux diagonales sont perpendiculaires. Donc une possibilité, c'est de dire que on cherche A tel que le vecteur KJ est orthogonal au vecteur FL. Donc on utilise le produit scalaire et puis on résout une équation. Et une deuxième possibilité, c'est de dire que un parallélogramme est un losange lorsque deux côtés consécutifs ont la même longueur. Donc par exemple ici, FJ et JL. Alors pourquoi est-ce que je ne vais pas utiliser la première solution, les diagonales KJ et FL qui sont perpendiculaires, pour la simple et bonne raison qu'on n'a aucune information sur le point K. On ne sait pas où il est, on ne connaît pas ses coordonnées, on ne sait rien sur le point K. Donc on ne peut pas s'en servir. Donc je vais utiliser les longueurs FJ et JL, tout simplement. Donc ici, on va dire que le parallélogramme, je vais reprendre du bleu, donc le parallélogramme, c'est la question 5. Le parallélogramme FKJL est un losange. Donc si et seulement si, on a la longueur qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit FJ, qui est égale à la longueur JL. Et comme ici ce sont des longueurs, je peux même dire FJ au carré, qui est égal à JL au carré. Puisque ce sont des longueurs, ce sont des nombres positifs.
Donc je peux écrire ça. L'autre truc, en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est que pour calculer une longueur, on a besoin de racines carrées. Et donc l'avantage là, c'est que je me débarrasse un peu des racines carrées. Alors, si on remet les coordonnées, donc le point F, il avait pour coordonnées 1, 0, 1. Et puis bah, I, J, on nous les donne ici pour coordonnées 1, 1, A. Et L a pour coordonnées 0, 1 et A sur 2. Voilà. Donc, c'est parti. On va calculer FJ au carré. Donc l'avantage, c'est que j'ai plus besoin de mettre la racine carrée. Donc ça fait XJ moins XF au carré, plus YJ moins YF au carré, plus ZJ moins ZF au carré. Donc on voit ici que ça fait 0, plus 1, donc ça fait 1, plus, et là c'est une identité remarquable, A carré moins 2A plus 1. Donc au final on obtient A carré moins 2A plus 2. Ça c'est FJ au carré. Maintenant, si je calcule JL au carré, je prends donc XL qui est égal à 0, moins XJ, plus YL moins YJ, plus ZL moins ZJ au carré. Donc là, ça fait moins 1 au carré qui fait 1, plus 0 au carré qui fait 0, et ici A sur 2 moins A, ça fait donc moins A sur 2 au carré. Donc plus moins A sur 2, le tout au carré, ce qui nous donne donc au final 1 plus A au carré sur 4, d'accord, sans les parenthèses cette fois-ci, et si je mets tout au même dénominateur, ça fait 4 plus A au carré, le tout sur 4. Et donc, je veux déterminer A tel que ce truc-là égale ça. Donc, on cherche A tel que FJ au carré égale JL au carré, ou bon ça on l'a déjà écrit, donc je vais directement le mettre, tel que A au carré moins 2A plus 2 est égal à 4 plus A au carré, et le tout sur 4. Bon, je multiplie par 4 à gauche et à droite, donc ça me fait 4A au carré moins 8A plus 8 égale 4 plus A au carré. On met tout du même côté, donc j'obtiens 3A au carré moins 8A plus 4 égale 0. On calcule le discriminant, B carré moins 4AC, donc ça fait moins 8 au carré moins 4 fois 3 fois 4, je vais quand même préciser, avec A égale 3, B égale moins 8 et C égale 4. Voilà. Donc ici j'obtiens 64, et là ça fait 12, 12 fois 4, 36. Alors, je me suis rendu compte après, j'avais continué les calculs, et puis je me suis rendu compte de cette grossière erreur ici, c'est que j'ai fait 4 fois 3, 12, et puis après j'ai remultiplié par 3 pour trouver 36, alors qu'en fait c'est 4 fois 3, 12, et puis il faut multiplier par 4, évidemment, et on trouve donc 48. Ce qui va simplifier un peu les choses, puisque j'obtiens là un carré parfait, et sinon je n'obtenais pas un carré parfait, c'était un peu plus embêtant. Cela dit, ça peut très bien arriver de ne pas tomber sur un carré parfait, hein, donc faut quand même faire attention. Donc n'hésitez pas à revoir vos calculs. Donc en attendant, delta est positif. Donc l'équation 3a carré moins 8a plus 4 égale 0 admet deux solutions. On a donc x1 qui est égal à donc moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 8 moins racine de 16 qui fait 4 sur 2 fois 3 qui fait 6. D'accord, je vais d'ailleurs reformer ce 3 ici. 8 moins 4, 2. Et 2 sur 6, ça nous donne 1 tiers. Et puis x2, c'est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ici, ça nous fait donc 8 plus 4 sur 6. Donc on obtient 12 sixièmes qui est égal à 2. Mais il ne faut pas oublier une chose essentielle que j'avais déjà dit, c'est que A appartient à l'intervalle 0,1. Donc là, il est déjà entouré parce que justement, je m'en suis rendu compte je me suis rendu compte après que j'avais fait mon erreur. Donc A est un réel de l'intervalle 0,1, donc clairement, il ne peut pas être égal à 2. Alors d'ailleurs, j'ai écrit x1 et x2, mais on va appeler ça A1 et A2. Hop. Et donc la seule solution qui convient ici, c'est 1 tiers. Donc, la seule solution qui convient,
est A égale 1 tiers. Et voilà, ça répond à la question. Donc si on place le point J ici à 1 tiers du vecteur CG, d'accord, eh bien le parallélogramme qui est ici est un losange. Voilà, et c'est la seule possibilité. Voilà, c'est la fin de cet exercice, donc un peu long, c'était sans doute l'exercice le plus long, hein. Mais ça regroupe un peu tout ce qu'il faut savoir en géométrie en terminale. Donc n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui sont pas claires. S'il y a des choses où ça a été un peu, si je suis allé un peu vite, bah, il faut re-regarder la vidéo. N'hésitez pas, mettez en pause. Et en tout cas, voilà, faites en sorte de comprendre cet exercice et d'être capable de le refaire. Voilà. Alors, on considère la fonction f définie sur R d'expression f de x égale x plus 1 sur exponentielle x. Voilà comment on commence l'exercice 2. Et on admet que la fonction f est 2 fois dérivable sur R, on note f' sa dérivée et f seconde sa dérivée seconde. Donc elle est bien définie sur R, puisque de toute façon l'exponentielle étant strictement positive, le dénominateur ne s'annule jamais. Et donc on a le quotient de deux fonctions dérivables sur R, avec un dénominateur qui ne s'annule pas, et c'est pour ça que la fonction f est dérivable. Alors justifier que f admet une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini, et dont on donnera donc l'équation réduite. Alors ici, il s'agit évidemment de la courbe de f. Hop, c'est pas la fonction qui admet une asymptote horizontale, hein. C'est la courbe de f qui admet une asymptote horizontale, donc au voisinage de plus l'infini. Alors, ici, ça veut dire, en gros, quand on vous parle d'asymptote horizontale, ça veut dire qu'il faut calculer une limite. Et comme on est au voisinage de plus l'infini, autrement dit, on cherche à calculer la limite de cette fonction en plus l'infini. Alors évidemment ici, si je regarde rapidement les limites, x plus 1 ça tend vers plus l'infini, exponentielle x tend aussi vers plus l'infini, donc on obtient une forme indéterminée. Donc il faut juste transformer légèrement l'écriture de f. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que pour tout x appartenant à R, f de x égale x sur exponentielle x plus 1 sur exponentielle x. Donc là maintenant c'est beaucoup plus simple, puisque par croissance comparée, on peut directement dire, il n'y a que 2s, par croissance comparée, on sait directement que la limite de x sur exponentielle x est égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. D'accord ? Point. Le reste, c'est pas de la croissance comparée. Et ensuite, on sait que limite de exponentielle x, là c'est une limite de référence à connaître par cœur, est égale à plus l'infini. Donc la limite de 1 sur exponentielle x est égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc là maintenant, on fait une somme, 0 plus 0, d'accord ? Donc par somme, hop, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Hop. Et donc on a la limite en plus l'infini qui est égale à une constante, donc ça justifie bien que, ainsi, la courbe de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en plus l'infini. Voilà. Justifier que f' de x est égal à moins x sur exponentielle x et dresser le tableau de variation complet de f sur R. Alors déjà, avant de faire ça, on peut peut-être prendre le temps, là, 10 secondes, de regarder, donc, hop, si je prends ça, que je tape l'expression de la fonction, donc c'est x plus 1, hop, donc x plus 1, et tout ça divisé par exponentielle x, hop, on trace le graphique, donc on voit qu'on obtient quelque chose comme ça, et là le graphique va pas très loin, donc si on change juste les axes, on peut prendre par exemple comme valeur de x, on peut aller de moins 2, et puis je vais aller jusqu'à 10 par exemple. Hop, on valide. Tac, voilà. Et donc là, bon, bah, l'asymptote horizontale de l'équation y égale 0, elle a l'air plutôt correcte. Donc ça a l'air plutôt juste, et puis du coup on peut en dire ici, on voit que la fonction est d'abord croissante, puis décroissante. Bon, ça pourra nous être utile pour vérifier nos calculs par la suite. Justifier que f' de x égale donc moins x sur exponentielle x,
Donc là, pour x appartenant à R, donc c'est un quotient, hein, donc on va poser u de x égale x plus 1 et v de x égale exponentielle x. Donc u' de x est égal à 1 et v' de x est égal à exponentielle x. Dans ce cas-là, on a pour tout x appartenant à R, f' de x égale, donc u' fois v moins u fois v', faites attention aux parenthèses, le tout divisé par v au carré. Donc exponentielle x, le tout au carré. On met exponentielle x en facteur au numérateur, donc ça fait exponentielle x facteur de 1, moins, et puis là, comme j'ai un moins devant la parenthèse, je peux écrire moins x, moins 1. Divisé par exponentielle x au carré, donc c'est-à-dire exponentielle x fois exponentielle x. Ce qui permet ici de simplifier par exponentielle x, et on voit qu'au numérateur, on a un 1 moins 1 qui se simplifie, donc il reste f' égale moins x sur exponentielle x. Hop, on vérifie. Ah bah oui, c'est bien ce qu'on nous donnait. Dresser le tableau de variation complet de f sur R, complet écrit en gras souligné, ça doit attirer l'attention. Ça veut dire que lorsqu'on dresse le tableau de variation, on est censé indiquer les images, toutes les images des points particuliers, mais aussi les limites. Et il se trouve que là, on ne connaît que la limite en plus l'infini, ce qui veut dire qu'il faut calculer la limite en moins l'infini. Donc, je vais d'abord commencer par le tableau de variation. Ici, on cherche le signe de f' de x. Bon, c'est facile, hein. Pour tout réel x, exponentielle x est strictement positif. Donc, f' de x a le même signe que moins x. Et le signe de moins x est assez simple. Donc, on peut tracer, je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça, hop. Tac. Donc, on place ici x. Attendez, il manque quand même ça. Voilà. Donc, on place ici x. Donc, moins l'infini plus l'infini. Moins x s'annule en 0. D'accord? Donc là, j'ai f' de x. Là, j'ai les variations de f. Donc, ici, ça s'annule. Hop. Et donc, moins x est d'abord positif, puis négatif. Ce qui veut dire que la fonction f va être d'abord croissante, puis décroissante. On sait qu'en plus l'infini, la limite est égale à 0. Précisément, on sait même que la limite est égale à 0 plus, puisque là, ce sont que des nombres positifs. Mais a priori, on n'a quand même pas besoin. On a besoin de l'image de 0. Donc f de 0 égale 0 plus 1 sur exponentielle de 0, c'est-à-dire 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Bon, là, on a quelque chose quand même qui est cohérent. On a 1 ici, et c'est décroissant jusqu'à 0. D'accord, je vérifie que je ne me suis pas trompé. X plus 1 sur exponentielle x, 0 plus 1 sur exponentielle 0, c'est ça. Ce qui semble aussi assez cohérent avec ce qu'on voit là. D'accord, on a une fonction qui est croissante puis décroissante, et l'image de 0 semble être égale à 1. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc ici, il nous manque la limite, en moins l'infini. Alors pareil, on regarde d'abord ce qui se passe au brouillon. Donc je vais effacer ça. Qu'est-ce qui se passe au brouillon en moins l'infini? Alors en moins l'infini, ce truc-là tend vers moins l'infini, et ce truc-là tend vers 0. Bon, bah, si je fais l'inverse de 0, ça tend vers plus l'infini, parce qu'en plus là c'est un 0 plus. Et moins l'infini multiplié par plus l'infini, là, il n'y a pas de forme indéterminée, donc on peut directement écrire les choses. Donc, je vais dire que limite de x plus 1, quand x tend vers moins l'infini, est égal à moins l'infini. La limite de exponentielle x tend vers 0 plus quand x tend vers moins l'infini. Et donc là, par quotient, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, bah on a moins l'infini divisé par 0 plus, donc on a un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça va nous donner un nombre négatif, et ça nous donne donc moins l'infini, que je peux compléter ici, dans le tableau.
Hop. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait faire pour cette question 2. Et voilà, faut que je change de page. Faut que j'en rajoute une. Tac, voilà. Question 3a. Justifier que l'équation f de x égale 0,5 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini, et puis après donner une valeur approchée au centième près de alpha. Alors, on est entre 0 et plus l'infini. Sur cet intervalle-là, la fonction f est dérivable, donc elle est continue. Donc, c'est la question 3a. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, je vais mettre même 2 points. Alors, première chose, f est dérivable, donc forcément, elle est continue. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que f est strictement décroissante. F est strictement décroissante. Ça, c'est utile pour démontrer que la solution est unique. L'image de 0, on sait qu'elle est égale à 1, et la limite de f de x en plus l'infini est égale à 0. Et nous, on veut l'équation f de x égale 0,5. Et il se trouve que 0,5 appartient bien à l'intervalle 0,1. Donc, d'après un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, deux points, pas deux points d'ailleurs, virgule, l'équation f de x égale 0,5 admet une unique solution, alors attention, on précise, sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est important de préciser, puisqu'en réalité, il y aurait une autre solution ici à cette équation, entre moins l'infini et 0. Puisque entre moins l'infini et 0, on part de moins l'infini, on va jusqu'à 1, donc forcément, comme la fonction est continue, on passe quelque part par 0,5. Donc il y aurait une deuxième solution à cette équation-là. Et donc maintenant, on nous demande de trouver une valeur approchée à alpha. Alors, là, on peut regarder la calculatrice. Si je regarde ici, là j'ai 0,66, ici j'ai 0,56 et là j'ai 0,47. D'accord? Donc de toute évidence, notre solution, elle est entre 1 et 2. D'accord? Donc on va regarder ici au niveau du tableau. Ok? L'image de 1 est égale à 0,74 à peu près, l'image de 2 est environ égale à 0,41. Donc, ici, f de 1 environ égal à 0,41, non pardon, je me trompe de ligne, 74, et f de 2 est environ égal à 0,41. Donc ce qui veut dire que alpha est compris entre 1 et 2. Voilà. Ensuite, si je vais au dixième près, alors attendez, hop, si je vais au dixième près, maintenant je vais régler l'intervalle. Ok, je me place donc entre 1 et 2, je vais au dixième près, je valide. On regarde à quel moment on passe en dessous des 0,5. C'est ici, entre 1,6 et 1,7. L'image de 1,6 est environ égale à 0,52. L'image de 1,7 est environ égale à 0,49. Donc, f de 1,6 est environ égal à 0,52. Et f de 1,7 est environ égal à 0,49. Donc on peut dire ici que alpha est compris entre 1,6 et 1,7. Et enfin, on a, hop, tac, régler l'intervalle entre 1,6 et 1,7. On est au centième près cette fois-ci. On valide. Et ça se passe quelque part par là, entre 1,67 et 1,68. Donc je vais l'écrire ici. F de 1,67 est environ égal à 0,503. Et f de 1,68
être environ égal à 0,499. Nous, on veut que l'image soit égale à 0,5. Donc, clairement, il faut choisir alpha entre 1,67 et 1,68. Maintenant, on ne nous demande pas un encadrement, on nous demande une valeur approchée. Donc, il suffit de choisir une des deux valeurs. Donc, alpha est environ égal, je vais prendre par exemple 1,68. Hop, et voilà. Donc ça, c'était la méthode par balayage à la calculatrice. Et enfin, étudier la convexité de f sur r et donner les coordonnées des éventuels points d'inflexion. Pour étudier la convexité, on a besoin de la dérivée seconde. On sait que la dérivée seconde existe. Donc, il suffit de calculer la dérivée seconde. Oui, je vais avoir de la place ici. Alors, on va juste rappeler que f' de x, c'était moins x sur exponentielle x. D'accord ? Donc, c'est parti. C'est la question 4. Pour x appartenant à R, on pose u de x égale moins x et v de x égale x. Exponentielle x. Donc, u' de x est égal à moins 1 et v' de x est égal à exponentielle x. Donc, pour tout réel x, f seconde de x est égal à u' fois v. Donc, moins x fois exponentielle x, moins, u' c'est moins 1, pardon, donc moins 1 fois v, moins u fois v', donc moins x fois exponentielle x, divisé par v au carré, donc exponentielle x au carré. Mais comme tout à l'heure, on constate qu'il va y avoir une exponentielle qui va se factoriser, donc je vais directement écrire ça comme ça. Donc je factorise, j'ai exponentielle x facteur de moins 1 plus x, donc divisé par exponentielle x au carré, et donc on obtient f seconde de x qui est égal à moins 1 plus x sur exponentielle x. Hop, on encadre, on est content. Maintenant on cherche la convexité, donc on cherche le signe de f seconde pour avoir la convexité de f. Donc exponentielle x étant strictement positif, f seconde de x a le même signe que moins 1 plus x. Voilà. Et moins 1 plus x, c'est évident de trouver son signe. Hein. Donc moins 1 plus x égale 0 si et seulement si x égale 1. Donc si on réalise rapidement le tableau de signes de f seconde, hop. Donc on a x ici, on est entre moins l'infini plus l'infini. Elle s'annule en 1. Donc signe de f seconde de x. Tac. Et donc ça a le même signe que moins 1 plus x. Donc moins 1 plus x, on sait que c'est d'abord négatif, puis positif. Ce qui veut dire que la fonction f est d'abord concave, puis elle est convexe. Et là, c'est pareil, si je regarde au niveau du graphique, hop, ok, elle est concave ici, puis elle est convexe à partir de x égale 1. D'accord? Donc là, le point d'inflexion, il est un tout petit peu plus là, on ne le met pas, mais il est ici. D'accord? Donc ici, on a quelque chose de concave, et à partir de là, on a quelque chose de convexe. Donc, f est donc concave, on précise bien, sur l'intervalle moins l'infini 1, et convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc il n'y a pas besoin de détailler plus que ça. Et pour x égale 1, la fonction f seconde s'annule en changeant de signe, ce qui est bien la preuve qu'il y a un point d'inflexion. Donc f seconde s'annule en changeant de signe, ça c'est important, en changeant de signe, en x égale 1. Si on calcule f de 1, hop, donc f de 1 égale, donc ce qui nous intéresse, c'est pas f seconde de 1, c'est la fonction f qui nous intéresse. Donc j'ai besoin de remplacer ici x par 1, bah ça va faire 1 plus 1, 2, divisé par exponentielle, donc ça fait donc 2 sur e. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on nous demande ici les coordonnées, d'accord, du point de... Hop, on demande les coordonnées du point d'inflexion. Donc,
f de 1 égale 2 sur E. Donc, le point d'inflexion a pour coordonnée coordonnée 1, et puis 1 sur, non pas 1, c'est 2 sur E. Hop, 2 sur E. Voilà. Et si vous voulez vérifier, ici, avec en tout cas cette calculatrice-là, je tape juste 1 à la calculatrice, paf, je valide, ça me place comme ça exactement ici, et j'ai 1 et puis 0,7357, etc. Donc si je reviens maintenant dans le calcul, donc vous retenez bien ça, 73,57, je reviens ici, calcul, si je fais 2 divisé par E, et je retrouve ce 0,7357, etc. Donc ça a l'air d'être assez cohérent. Donc on est content. Hop, le point d'inflexion, il est ici, et on a ça. Hop, voilà, c'est la fin de l'exercice 2, qui était quand même un exercice plus court que l'exercice 1, assez classique, hein, les dérivés secondes étaient quand même pas compliqués à calculer, il fallait pas faire d'erreur de signe, et puis après, donc on avait le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qu'il fallait bien connaître par cœur et bien rédiger. Alors dans ce dernier exercice, qui était plutôt un exercice de dénombrement, il y avait un petit peu de probabilité, mais c'était surtout du dénombrement, on vous dit, au cours d'une partie d'un jeu de pandémie, 4 joueurs collaborent pour sauver l'humanité de 4 maladies. Donc pour commencer, chaque joueur choisit un personnage parmi les 7 proposés pour former une équipe. Combien de possibilités ont les joueurs pour former cette équipe? Donc il y a 4 joueurs, donc c'est-à-dire qu'il faut choisir 4 personnages parmi 7. Ici, l'ordre n'a pas d'importance. D'accord? L'ordre n'a pas d'importance. Donc, je vais calculer directement 4 parmi 7, d'accord? Je choisis 4 personnages parmi les 7 disponibles. Et donc là, vous allez dans la boîte à outils et vous avez, si je reviens en arrière, là, tac, dans la boîte à outils, donc vous savez que, en tout cas sur cette calculatrice-là, vous allez dans probabilité, dénombrement, et donc vous avez ici n parmi k. Donc vous choisissez parmi 7 personnages et vous en choisissez 4, donc ce qui vous donne 35. Égale 35, donc il y a 35 équipes possibles. Il y a 35 équipes possibles. Voilà. Après avoir attribué un personnage à chaque joueur, on doit tirer aléatoirement 6 cartes villes. Le jeu en contient 18, une par ville, et on appelle zone contaminée un ensemble composé des 6 villes tirées. D'accord? Donc là, ce qu'on nous dit en gros, c'est qu'on doit avoir 6 cartes villes, et il y en a 18 des cartes. Une fois encore, l'ordre n'a pas d'importance. Annuler, c'est ici que je voulais aller. Hop. Donc, il m'a enlevé mon... Donc, l'ordre n'a pas d'importance. N'a pas d'importance. Je choisis donc 6 villes parmi les 18 disponibles. Alors, je vous rappelle quand même le calcul, je ne l'ai pas fait au-dessus, mais pour faire ce calcul-là, je fais 18 x 17 x 16 x 15 x 14 x 13, le tout divisé par 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6. D'accord? Ça vient de la définition. Hein, ici, k parmi n, c'est égal à n factoriel sur k factoriel, facteur de n moins k factoriel. Donc là, en gros, j'ai 18 factoriel au numérateur, donc 18 x 17 jusqu'à 1. Mais ici, au dénominateur, j'ai 18 moins 6 factoriel qui fait 12 factoriel. Donc c'est pour ça que ici on a toute la multiplication de 12 jusqu'à 1 qui se simplifie au numérateur et au dénominateur. Et puis le k factoriel, c'est le 6 factoriel qui est ici. Donc on peut s'amuser à simplifier pour aller plus vite. Je vais quand même directement passer par là. Donc je choisis 6 villes parmi les 18 disponibles. Ça fait 18 564. Donc 18 564. Hop, en bleu. Ok, 18 564.
Tac, voilà, donc il y a 18 564 zones contaminées. Hop, avec des S, c'est mieux. Alors, zones contaminées différentes. En réalité, les deux premières cartes tirées subissent un degré de contamination de niveau 3, les deux suivantes un degré de niveau 2, et les deux dernières de niveau 1. En distinguant les villes contaminées de différents niveaux, combien de zones contaminées différentes y a-t-il? Donc forcément, il y en aura beaucoup plus. Donc ce qui se passe, c'est qu'on choisit les deux premières villes de niveau 3. Donc là, j'ai deux choix possibles parmi 18. Ensuite, je choisis les deux cartes de niveau 2, mais il me reste plus que 16 cartes, puisque j'ai déjà choisi 2 parmi 18. Donc il me reste plus que 16. Et enfin, les deux villes de niveau 1, et ben, je les choisis parmi 14 cartes. Donc ça me fait 18 x 17 divisé par 2, fois 16 x 15 divisé par 2, fois 14 x 13, hop, divisé par 2. Donc ici, je vais faire donc 13 x 14 x 15 x 16 x 17 x 18 égale tout ça, et je divise par 2 x 2 x 2, c'est-à-dire par 8, et il me reste 1 670 760. Donc 1 670 760 zones contaminées différentes possibles, en distinguant les types de villes. Voilà. Bon, je ne vais pas écrire la phrase réponse. Et puis la dernière question, finalement j'avais plein d'espace ici, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer ce truc là et on va le mettre là. Hop. Je vais le réduire un petit peu. Donc, on ne tient compte dans cette question des degrés, on ne tient pas compte dans cette question des degrés de contamination des villes, le nombre de zones contaminées différentes, et donc celui de la question 2A. Donc dans la question 2A, c'est ici 18 564 zones contaminées. Et on numérote les villes de A à R, les 18 villes, et on note E l'événement, la zone contaminée contient les villes portant les numéros A et B. Calculer une valeur approchée au millième près de l'événement E. Donc pour ça, on a besoin de connaître le nombre total d'issues, on l'a, et le nombre total d'issues favorable. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est dire simplement, donc question 3A, il y a 18 564 issues totales. Et pour l'événement E, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on impose les villes A et B. Donc, ce qui veut dire qu'il nous reste à choisir plus que 4 villes, puisqu'on en a 2 qui sont imposées. Donc, il nous reste à choisir 4 villes parmi 16. Donc, il reste à choisir 4 villes parmi 16. Voilà. Donc, je fais 4 parmi 16. Donc, ça me donne, on prend la calculatrice, tac. Pas parmi, si, parmi 16. Parmi 16 parce que j'enlève les villes A et B. Et donc, 1820. Donc, il reste à, donc 1820 issues favorables à l'événement E. Alors, vous faites votre E comme vous pouvez. Moi, j'y arrive pas. Hop, on va le faire comme ça. On dirait un epsilon, mais c'est pas grave. Donc, la probabilité de E... Alors, j'ai eu un truc bizarre qui s'est passé là, désolé. Donc, je corrige ça. Favorable à, donc, à E. Et donc, la probabilité de l'événement E est donc égale au nombre de cas favorables, 1820, sur le nombre total de cas possibles, d'issues possibles, donc 18 564. On prend la calculatrice, 1820 divisé par 18 564, ça nous donne 5 sur 51, soit environ 0,098. Donc c'est égal à 5 sur 51, ce qui nous fait donc environ égal à 0,098. Voilà. Très bien. Donc ça c'est fait. Question A c'est terminé. Question B. Donc le jeu contient 18 villes, mais on nous dit combien faudrait-il ajouter de villes à ce jeu pour que la probabilité de l'événement E soit inférieure ou égale à 0,05. Là on est à 0,098 et nous on veut quelque chose qui soit plus petit. Alors forcément, puisqu'on ajoute des villes,
la probabilité de tomber sur les villes A et B va être plus faible. La question, c'est combien est-ce qu'on doit ajouter de villes pour avoir ce truc-là. Donc, on cherche n. On cherche n tel que probabilité de E soit inférieure ou égale à 0,05. Sauf que maintenant, il y a 18 plus n villes. Donc, combien d'issues totales? Ben, on choisit 6 villes. On choisit 6 villes parmi 18 plus n. Donc, ce qui nous donne 6 parmi 18 plus n. Comment on calcule ça? J'aurais peut-être dû l'écrire ici. Donc, 6 parmi 18 plus n. Donc, au dénominateur, on sait qu'on va avoir 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à 6. Au numérateur, on va avoir 18 plus n, multiplié par 18 plus n moins 1, multiplié par 18 plus n moins 2, multiplié par 18 plus n moins 3, multiplié par 18 plus n moins 4, j'écris n'importe quoi, multiplié par 18 plus n moins 5. On va corriger ça. Donc on a n moins 3 ici et n moins 4 ici. Donc 18 plus n moins 3 et 18 plus n moins 4. C'est-à-dire que j'enlève 1 à chaque fois. C'est bien ce qu'on a fait ici. J'ai enlevé 1 à chaque fois. J'avais 18 villes, j'enlève 1, j'enlève 1, j'enlève 1, j'enlève 1, j'enlève 1. Ok, donc c'est ce qu'on fait ici. Et on fait ça 6 fois puisqu'on choisit 6 villes. Donc je divise par 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à 6. Donc en gros, je divise par 6 factoriel. Et qu'est-ce que ça nous donne? Bien, ça nous donne 18 plus n, multiplié par 17 plus n, multiplié par 16 plus n, multiplié par 15 plus n, multiplié par 14 plus n, multiplié enfin par 13 plus n, et tout ça divisé par 6 factoriel qui fait 720. Ça, c'est le nombre d'issues total. Issue totale. Bon. Maintenant, si je veux savoir, moi, je veux connaître le nombre d'issues favorables. On fait comme tout à l'heure. Je dois choisir 4 villes parmi 16 parce que j'enlève A et B. Sauf que maintenant, c'est plus 16. C'est 16 plus N, le nombre de villes qu'on a ajouté. Donc, maintenant, on connaît déjà 2 villes. On a déjà A et B. Donc, on a déjà A et B. Donc, on choisit 4 villes parmi les 16 plus n restantes. Tac. Donc on choisit 4 villes. On choisit 4 villes parmi les 16 plus n restantes. Donc ça nous donne 16 plus n, fois 16 plus n moins 1, donc 15 plus n, fois 14 plus n, fois enfin 13 plus n. Et tout ça, on divise par 1 fois 2 fois 3 fois 4. C'est-à-dire, je vais l'écrire directement, on divise par 24. Hop, divisé par 24. Bon, maintenant, comment on calcule la probabilité? Donc, issue favorable. Favorable. Pof. Alors, comment on calcule la probabilité de E? Bien, la probabilité de E, c'est les issues favorables. Donc, 16 plus n fois 15 plus n fois 14 plus n fois 13 plus n divisé par 24, divisé par le nombre total d'issues. Le nombre total d'issues, c'est tout ça. Donc on va avoir 18 plus n, fois 17 plus n, fois etc. jusqu'à 13 plus n. Et tout ça divisé par 720. Mais divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc on a 16 plus n, facteur de 15 plus n, facteur de 14 plus n, facteur de 13 plus n divisé par 24, multiplié par 720 sur, et puis 18 plus n fois 17 plus n, etc. Hop, 13 plus n. Bon, là, on voit qu'il y a des choses qui se simplifient. Puisque après le 17 plus n, il y a 16 plus n qui va se simplifier avec lui. Puis après, il y a 15, 14 et 13. Et donc tout ça, toutes ces parenthèses-là, elles se simplifient. On a 720 divisé par 24, qui doit certainement se simplifier aussi. Ça fait 30. Donc au final, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 30. Donc ça, c'est 720 divisé par 24.
est divisé par les seules parenthèses qui ne se simplifient pas, à savoir 18 plus n fois 10n plus n. Et donc on cherche n tel que ce nombre-là, 30 sur 18 plus n fois 17 plus n, est inférieur ou égal à 0,05. D'accord ? Alors, on remarque que pour tout n appartenant à grand N, 18 plus n facteur de 17 plus n est un nombre positif. Donc, je peux multiplier par ce nombre-là à gauche et à droite. Et puis, tant qu'à faire, je vais diviser par 0,05. Donc, ça fait 30 divisé par 0,005, inférieur ou égal à 18 plus n facteur de 17 plus n. Ce qui nous donne, au final, donc 30 divisé par 0,005, je pense que je pourrais le faire de tête, mais bon, tant pis, ça fait 600. Donc on obtient 600, inférieur ou égal à 18 fois 17, ça aussi je pourrais le faire de tête, mais j'ai pas envie, ça fait 306. Hop, donc inférieur ou égal à 306, plus donc 18 fois n, 18n, 17n plus 17n, donc ça fait 35n, et puis enfin plus n au carré. Ce qui nous donne, si je passe tout du même côté, si je fais 306 moins 600, j'obtiens moins 294. Donc j'obtiens au final n au carré plus 35n moins 294 supérieur ou égal à 0. Ah, on arrive au bout de nos peines. Il nous reste donc à trouver le signe de ce trinôme. Donc delta égale b carré moins 4ac. Donc avec a égale 1, b égale 35 et c égale moins 294. Donc ça nous donne 35 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 294. Donc on y va, donc 35 fois 35 plus 4 fois 294, on obtient 2401. Et racine de 2401, ça fait 49. Incroyable. Donc ici, ça fait donc 2401. Et c'est donc égal à 49 au carré. Delta est positif. Donc le trinôme n au carré plus 35n moins 294 admet 2 racines. On a n1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Ce qui nous fait donc moins 35 moins 49 sur 2 fois 1. Alors moins 35 moins 49, ça fait moins 84 sur 2. Et donc on arrive ici à moins, j'allais dire moins 37. Non, pas du tout. Tac, 42 plutôt. Voilà, ça sera mieux. Et N2, alors évidemment moins 42 ça peut pas marcher, hein, parce que je peux pas ajouter moins 42 cartes. Et plus racine de delta sur 2a, ce qui nous donne moins 35 plus 49 divisé par 2. Là, on obtient 14 divisé par 2, ce qui fait 7. Alors, attention quand même, là, on tombe sur des valeurs entières, hein, ça tombe bien, mais ce qui nous intéresse en réalité, c'est de faire un tableau de signes. Donc, on est on peut faire entre moins l'infini et plus l'infini le signe du trinôme. Donc, n, signe de n au carré plus 35n moins 294. Donc on a trouvé les deux racines, moins 42 et 7. Donc ici ça fait 0, ici ça fait 0. A et ici est positif, hein, le coefficient A est égal à 1, il est positif. Donc on obtient plus, moins, plus. Donc ce qui nous intéresse, c'est que on veut que ce trinôme soit positif, supérieur ou égal à 0. Donc on a cette partie-là qui peut nous intéresser et cette partie-là. Mais évidemment, n est un entier naturel, donc on s'arrête ici au niveau du 0, et tout ça, ça disparaît. D'accord ? Donc finalement, on y arrive enfin. Tac. P de E est inférieur ou égal à 0,005 lorsque n est supérieur ou égal à 7. Il faut donc ajouter au moins 7 villes. Voilà, donc c'était un petit peu la question de réflexion de ce sujet-là, qui demande quand même de maîtriser ce que vous faites en termes de combinatoire. C'est pas le calcul de probabilité qui était le plus compliqué, mais c'était en termes de combinatoire.
C'est là où ça demandait un peu de travail. Et on arrivait quand même au résultat. Alors ça, c'était un brouillon. Tac, il faut que j'enlève. Donc, voilà. Donc, on arrivait à ça. C'est la fin de ce contrôle. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne vont pas, il ne faut pas hésiter à demander et à les poser. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.